Bonjour à tous et bienvenue dans mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui, une vidéo concernant le chapitre 7 que nous allons compléter ensemble sur la stabilité des éléments chimiques. Donc je vous ai envoyé le fichier élève avec les parties à compléter. Donc on va regarder ça ensemble, on va les compléter ensemble. Donc encore une fois, soit sur papier, soit numériquement, soit vous attendez la fin de l'explication et vous regarderez le fichier du cours complété. Donc je vais reprendre le cours, un petit peu de lecture, et puis je vous expliquerai 2-3 petites choses au fur et à mesure. Donc ce chapitre 7, la première partie, les gaz nobles. On vous demande, les gaz nobles constituent la famille d'éléments de la 18e colonne. Donc je vous rappelle que dans le tableau périodique, on compte les colonnes soit de 1 à 8 quand on est dans le tableau restreint, on l'a déjà vu en activité, soit de 1 à 18 quand on prend le tableau entier. Donc on va considérer que les gaz rares, ce sont ceux de la colonne de droite tout au bout, dans la 18e colonne. Les atomes de ces éléments sont particulièrement stables, ils ne forment pas d'ions, d'accord? Donc certains dans l'activité documentaire m'ont dit que les gaz nobles, les gaz rares, étaient des ions stables. Non, 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 ça ne forme pas d'ions, d'accord? Ça restera sous la forme d'atomes. Et cette stabilité donc s'explique par leur configuration électronique. Configuration électronique. Mais quelle était cette configuration électronique? C'est ce qu'on vous dit après dans l'encadré. Les atomes des éléments de la famille des gaz nobles ont une grande stabilité chimique due à leur couche de valence saturée. C'est ça leur configuration électronique particulière. Leur couche de valence est saturée. 2 électrons pour l'hélium, 8 électrons pour le néon et l'argon. Pardon. C'est donc un rappel sur la règle du duet et de l'octet. Les atomes des autres éléments, d'accord, donc tous les autres éléments du tableau, n'ont pas cette configuration électronique particulière, ils ont une configuration électronique qu'on va dire non saturée. Si vous vous rappelez les boîtes de chocolat, ça veut dire qu'en gros leur dernière couche n'est pas pleine, pas saturée. Donc pour tous les autres éléments que ces gaz nobles, la couche est non saturée. Donc ils ne sont pas stables. Ils cherchent à se stabiliser, à obtenir la même configuration électronique que celle du gaz noble le plus proche. Donc chaque élément va prendre le gaz noble le plus proche, soit vers la droite, soit vers la gauche, et essayer de lui ressembler. C'est-à-dire à obtenir une configuration en duet, donc une configuration en duet, ou en octet. C'est ce que je vous avais demandé lors de l'activité expérimentale avant les vacances. Expliquer ce que c'est que cette règle du duet et de l'octet. La règle est toute simple. Les éléments vont chercher à obtenir soit 2 électrons dans leur couche de valence, la couche externe, pour les premiers éléments seulement, ou alors en avoir 8 pour tous les autres éléments. Ils veulent ressembler au gaz noble qui est le plus près d'eux. On trouve donc ces éléments dans la nature sous forme d'entités stables, c'est-à-dire que ces entités, par exemple du chlore, du fer, du fluor, etc., ne vont pas exister tels quels, puisqu'ils ne sont pas stables. Ils vont se modifier pour acquérir cette structure. Et ils peuvent faire 2 choses, soit devenir des ions, ça on l'a beaucoup vu dans les activités, soit former des molécules à plusieurs. Et ça leur permettra d'avoir la bonne configuration électronique, c'est-à-dire saturée. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder le grand 2, c'est-à-dire les ions monoatomiques. Alors monoatomique, ça veut tout simplement dire avec un seul type d'atome, que du chlore, que du magnésium. C'est ça que ça veut dire les ions monoatomiques. Voilà, donc ça normalement vous avez pu voir, donc on va effacer, se faire un petit peu de place. Pour acquérir une configuration électronique stable, c'est-à-dire avoir la couche de valence saturée, pleine, un atome peut gagner ou perdre des électrons. Ça vous savez déjà comment on forme des ions. Le noyau d'un ion monoatomique est le même que celui de l'atome, donc le noyau ne change pas, le nombre de protons, de neutrons, ça ne bouge pas. C'est le cortège électronique des électrons qui sont tout autour qui va être modifié, soit en gagnant des électrons, soit en relâchant, perdant des électrons. Et donc la position d'un élément dans le tableau périodique permet de savoir quel ion il peut former. Un élément qui va être plus vers la gauche va essayer de perdre les quelques électrons qu'il a de façon à ressembler au gaz noble de la ligne d'avant. Les éléments qui sont plutôt dans la droite du tableau périodique vont essayer de gagner des électrons pour se rapprocher du gaz noble qui est juste à côté d'eux. Donc ceux-là vont essayer de perdre des électrons, ceux-là vont essayer de gagner des électrons. Et donc si un atome, premier cas,
gagne, ça vous le savez, un ou plusieurs électrons, il va gagner des électrons, donc il va se déplacer vers le gaz noble tout au bout à droite, il va former ce qu'on appelle donc un anion, et je vous avais déjà dit qu'un anion c'est négatif, donc la charge sera une charge négative, il sera chargé négativement. Voilà ce que vous devez marquer. Donc c'est ceux qui sont, voilà, vers le bout du tableau. Si un atome, cette fois-ci, peut perdre, donc si un atome perd un ou plusieurs électrons, il va donc former ce qu'on appelle un cation. Tout ça, ce sont des rappels. Et le cation, bah, s'il n'est pas négatif, il est forcément positif. Positif plus. D'accord ? Donc ça va être valable pour les éléments qui sont plutôt sur la gauche du tableau, dans les premières colonnes. Petit 2, l'électroneutralité de la matière. On en a beaucoup parlé sur la dernière activité que je vous ai demandé. Donc la matière, elle est toujours comment? La matière, en règle générale, la matière complète à l'échelle macroscopique, un feutre, de la ficelle, des lunettes, n'importe quoi, tout ça, c'est forcément électriquement neutre. Je ne parle pas d'un atome, d'un ion ou d'une entité seule. Je parle vraiment de la matière. La matière, elle réunit plusieurs éléments, plusieurs atomes, plusieurs ions, etc. Mais il faut qu'au final, ce soit électriquement neutre. Ce qui veut dire que quand je vais associer, par exemple, plusieurs ions ensemble, ben, il faut que leur charge s'annule. D'accord ? Un corps comportant des ions doit contenir des cations et des anions dont les charges se compensent. Cela permet de prévoir la proportion de cations et d'anions dans une solution ionique et une solution ou un solide ionique. Donc ça, par exemple, dans l'activité que je vous ai demandé, je vous ai parlé du chlorure de magnésium. Il y a du magnésium, il y a du chlorure. Chlorure, on vous a dit que c'était Cl-. Ça, c'est des exemples en plus. Magnésium, vous avez tout seul trouvé que c'était Mg2+. Ben, je vois bien que si j'en mets un de chaque, ça ne va pas aller. Parce que j'ai 2+, mais un seul moins. Ça veut dire que pour faire du chlorure de magnésium, c'est-à-dire une matière électriquement neutre, si j'ai 2+, il faut que je trouve 2- quelque part. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre 2 fois le chlore. Donc ça, si je les mets ensemble, je vais obtenir pour un ion Mg qui va s'associer, il va s'associer avec 2 chlorures, de façon à avoir ici les 2 charges positives et ici 2 fois une charge négative, ça s'annule, c'est bien un composé qui va être électriquement neutre. On continue, grand 3, sur les molécules. Alors là, une petite nouveauté, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les ions avec les charges sont visibles, c'est assez simple. Là, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus nouveau, un peu plus compliqué. Une molécule est une entité chimique stable et électriquement neutre, pas de nouveauté. Composée d'au moins 2 atomes, évidemment, s'il n'y en a qu'un, ça ne fera pas une molécule, liés par une liaison de valence. Ah, le mot valence, on l'a déjà entendu, et là, on va justement parler des liaisons de valence. La liaison de valence est le modèle de Lewis. Donc, en 1916, l'américain Gilbert Lewis propose d'expliquer la liaison des atomes dans une molécule. Au début, on ne savait pas trop comment les atomes s'accrochaient entre eux. On pensait même certains qu'ils avaient des petits crochets. Donc, c'était des atomes crochus. Voilà, et ça permettait de s'accrocher. Bon, on a vu plus tard, grâce à Lewis, que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Au sein d'une molécule, une liaison de valence résulte de la mise en commun. Donc on a une mise en commun d'électrons. La mise en commun des électrons de valence par 2 atomes. C'est-à-dire que vous avez 2 atomes qui ne sont pas satisfaits de leur configuration électronique et qui cherchent un ami, un copain, un voisin pour mettre en commun leurs électrons et du coup obtenir une situation qui leur plaît, une configuration électronique complète. Et donc, grâce à cette mise en commun de leurs électrons, chaque atome a sa couche de valence saturée du coup. Puisqu'ils vont mettre en commun, en fait, les électrons vont compter à la fois pour les 2 atomes. Donc un atome qui n'aurait par exemple que 6 électrons de valence va chercher à en récupérer 2 autres. Donc il va chercher des voisins qui vont mettre en commun les électrons de façon à ce qu'il arrive à 8. Mais ce n'est pas du vol, c'est-à-dire que le voisin ne va pas lui laisser ces électrons, ils vont les mettre en commun. Donc les électrons vont compter presque 2 fois pour les 2 atomes chacun. Et donc ce que vous avez juste en dessous, en liaison, vous avez vu dans l'activité documentaire que je vous ai demandé de faire sur la modèle de Lewis,
que deux atomes, par exemple du carbone et de l'oxygène, peuvent être reliés soit de cette façon, évidemment il manque encore des choses autour, hein, je ne parle que de cette liaison, soit parfois de cette façon-là, pour ne parler que de cet exemple. C'est-à-dire qu'ici on va avoir qu'une seule liaison simple, tranquille, qui se passe entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Ils vont mettre en commun deux électrons, un qui venait du carbone, un qui venait de l'oxygène. Donc ici j'ai bien deux électrons mis en commun qui vont compter pour le carbone et pour l'oxygène à la fois. Mais dans ce cas-là, ils vont vouloir faire une liaison encore plus forte, mettre encore plus d'électrons en commun. Le carbone va en apporter 2, l'oxygène va aussi en apporter 2. Donc là-dedans, dans cette double liaison, vous voyez bien que c'est double, en fait j'ai 4 électrons qui sont mis en commun. Donc 4 qui vont compter pour le carbone, mais aussi 4, les mêmes, qui vont compter pour l'oxygène. Donc ils ont mis en commun beaucoup plus de choses. Si je devais créer carrément une troisième liaison, donc pas avec l'oxygène, mais par exemple avec de l'azote, parce que l'azote dispose de plus d'électrons, là le carbone va mettre 6 électrons, donc 3 pour lui, 3 pour l'azote, donc il y aura 6 électrons mis en commun ici. Donc vous voyez que selon le type de liaison, on va mettre plus ou moins d'électrons en commun entre les deux atomes. Bien évidemment, cette liaison-là est beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistante qu'une liaison simple. Ça vous paraît, je pense, assez intuitif. Et justement, quand je vous dis que ces liaisons sont costauds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, chaque liaison possède une énergie, qu'on appelle une énergie du coup de liaison, qu'on mesure en joules. Le joule, c'est l'unité internationale pour l'énergie. Calorie, c'est une ancienne unité, mais qui n'est pas celle qu'on va garder internationalement pour les énergies. On va plutôt parler du joule. Sa valeur est égale à l'énergie nécessaire pour la rompre. C'est-à-dire, comment connaître l'énergie d'une liaison? Tout simplement, je vais imaginer deux enfants qui tirent sur une corde. La corde, elle a une certaine résistance. Si je tire, je déploie de l'énergie, je tire encore plus fort, à un moment, elle peut casser. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les atomes, pour les liaisons. On va prendre une molécule particulière, on va apporter de l'énergie, donc en général en chauffant, on apporte de l'énergie, on en apporte. À partir du moment où les liaisons vont se rompre, on saura qu'on a apporté autant d'énergie qu'il y en avait au départ qui maintenaient les atomes entre eux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vous faut fournir plus d'énergie pour casser cette liaison-là, triple, que pour une liaison simple. D'accord? Donc voilà pour l'énergie de liaison. On va continuer, donc je vais enlever tout ça, sur vraiment l'écriture de la structure, la configuration électronique d'un atome. Les doublets non liants. Alors il faut savoir que les électrons aiment être par deux. Très très souvent, les électrons veulent être par deux. Un électron seul n'est pas un électron qui est, on va dire, heureux, content de sa situation. Ça veut dire qu'il va falloir, pour chaque configuration électronique qu'on va écrire pour un atome, il va falloir compter les paires d'électrons, les doublets. Doublet veut dire tout simplement deux, c'est-à-dire qu'au lieu de dire des paires d'électrons, on va dire des doublets d'électrons. Si je prends un exemple, je vais prendre l'oxygène. Vous savez que l'oxygène a 6 électrons de valence. C'est-à-dire que si je représente un noyau d'oxygène ici, on va le faire en rouge, donc avec des protons, des neutrons là-dedans, on a notre noyau, je dois avoir des électrons tout autour, mais sur la couche externe, donc là, la couche de valence, la dernière couche entamée, pour l'oxygène, vous savez que c'est la couche 2, il y a 6 électrons là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que en vrai, ils ne se mettent pas tout à fait comme ça. Ils ne sont pas 6 répartis tout autour. Ils vont plutôt se mettre par 2. Donc, ce qu'on va faire, on va dire qu'on va prévoir 4 places. On va mettre un couple ici, un couple ici, un couple ici, un couple ici. J'en ai déjà 4 et j'ai 6 électrons. Donc il faut que j'en rajoute 2, 5 et 6. J'en ai bien 2, 4, 5, 6 dans la couche externe de l'oxygène.
Vous voyez qu'il y en a déjà qui sont mis par 2. Pas ceux-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut commencer déjà par remplir toutes les pièces avant de les mettre 2 par 2. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Tout simplement, si je regarde le titre qui s'appelle doublet non liant, pour l'oxygène, je vois tout de suite qu'ici, il y a 2 endroits où les électrons sont déjà par 2. Ils sont déjà satisfaits de leur situation. Aucun intérêt pour eux d'aller faire des liaisons avec d'autres atomes. Ces 2 doublets là, ce doublet là et ce doublet-ci, ne vont servir à rien dans les liaisons avec d'autres atomes. Par contre, ces 2 là, ils sont tout seuls, chacun de leur côté. Donc lui, il va chercher un voisin chez un autre atome d'oxygène, du carbone, de l'hydrogène, n'importe quoi. Et lui aussi va chercher un autre voisin dans un 3e atome. Et une fois qu'ils auront trouvé chacun un voisin, ils vont pouvoir faire une paire d'électrons ici. Et du coup, ces électrons seront dans des situations qui leur plaisent, ils seront 2 par 2. Et bien là, tout simplement, grâce à ce schéma, je vous ai montré une petite astuce pour compter les électrons. Mon atome d'oxygène, vous avez vu ça dans l'activité documentaire. Si je veux le représenter, donc on va faire ça juste en dessous, je vois qu'ici j'ai 2 électrons qui sont déjà 2 par 2, 2 électrons là-haut, 2 par 2. Ici j'avais un électron qui était tout seul, un électron qui était tout seul. Et quand il va y avoir une liaison, par exemple, on va mettre un hydrogène, hop, ils vont se mettre 2 par 2 pour faire une liaison. Un autre hydrogène ici qui dispose d'un électron, ces 2 là vont se mettre 2 par 2. Et voilà comment se mettre 2 par 2, on dit s'apparient les électrons de la couche de valence. Bien évidemment, je ne parle que de la couche de valence, puisqu'on a déjà vu que la couche de valence, c'est elle qui était responsable des liaisons. Toutes les couches internes, on ne s'en occupe pas ici. Je vais reprendre le cours du coup pour voir ce qu'il fallait remplir dans la feuille. Petit 2 doublet non liant, si l'atome a sur sa couche de valence des électrons qui ne seront pas mis en commun lors d'une liaison avec un autre atome, cela et cela ne seront pas mis en commun, ils se regroupent par 2, donc voilà ce qu'il fallait écrire, ils se regroupent par 2 et forment donc un ou plusieurs doublets non liants. Voilà les doublets non liants. Et j'ai bien écrit, attention, les électrons de ces doublets non liants comptent dans la couche de valence. Ce sont des électrons de la couche de valence. Quand je vais essayer d'en avoir 8, puisque vous savez que les éléments aiment avoir 8 électrons dans leur couche de valence, la règle de l'octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais tout compter dans la couche de valence. Petit 3, mais on l'a déjà vu, schéma de Lewis. Le schéma de Lewis d'une molécule représente l'organisation des électrons de valence. Tiens, on va se faire un petit peu de place ici. Donc représente l'organisation des électrons de valence. Ah oui, petite chose, quand vous faites des activités, Valence avec un V majuscule existe, hein, c'est une ville en France, mais là c'est un nom commun, donc vous n'êtes pas obligé de mettre une majuscule, s'il vous plaît, à Valence. Donc l'organisation des électrons de valence de chacun des atomes. Les électrons, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, sont appareillés, c'est-à-dire mis 2 par paire, et on peut obtenir soit des doublets non liants, donc en doublet, donc un ou plusieurs, en doublet liant, pardon, le premier c'est doublet liant, ils forment une liaison de valence, donc ici j'ai un doublet liant, un autre doublet liant, vous voyez bien que j'ai fait une liaison, j'ai accroché avec d'autres atomes qui sont autour, et appartiennent aux 2 atomes, c'est-à-dire que ces 2 électrons, je vais les compter pour l'oxygène, mais également pour l'autre électron, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'autre atome, pardon. Ces électrons peuvent être également en doublet non liant, et ce sont les électrons n'intervenant pas dans une liaison, ceux qui sont déjà tranquilles, ils restent dans leur coin, 2 par 2, pas de souci, ils n'ont pas besoin d'aller faire de liaison avec un autre atome. Et en regardant le schéma de Lewis d'une molécule, on peut vérifier sa stabilité par rapport aux atomes isolés. Vous savez que
l'oxygène de base n'est pas un élément stable, puisqu'il n'est pas dans les gaz nobles, il n'a que 6 électrons de valence, il va donc choisir le gaz noble qui est le plus proche de lui, qui aura 8 électrons dans sa couche de valence, donc il a besoin de 2 autres électrons. Je vais regarder le schéma de Lewis de cette molécule ici. Alors on va imaginer qu'ici c'est un atome d'hydrogène et ici aussi. Je vais compter les électrons autour de mon noyau d'oxygène. Je devrais en avoir 8 pour qu'il soit stable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, grâce à cette molécule, l'atome d'oxygène est devenu stable. Donc en regardant le schéma de Lewis d'une molécule, on peut vérifier sa stabilité. Par rapport aux atomes isolés. Un atome seul d'oxygène n'est pas stable, un atome d'oxygène à l'intérieur d'une molécule bien pensée sera stable. Les deux exemples que vous avez, je pense que vous êtes capable de les faire tout seul, on va les faire ensemble. La molécule d'eau. Alors la molécule d'eau, vous savez que c'est H2O. On a déjà un début de Lewis ici. Hein. L'hydrogène veut avoir 2 électrons. 1, 2, c'est bon. L'hydrogène ici veut aussi avoir 2 électrons dans sa couche de valence. 1, 2, pas de souci. L'oxygène par contre, si je m'arrête là, il a 1, 2, 3, 4 électrons autour de lui. Ce n'est pas le cas puisque j'ai 2 ici doublets non liants, il faut que je les dessine. Donc autour de l'oxygène, je vais mettre 2 petits traits, 2 petits doublets non liants qui n'appartiennent qu'à l'oxygène. Ils ne font pas de liaison avec d'autres atomes, c'est que pour l'oxygène. Là maintenant, si je regarde tout ce qui est autour de l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'oxygène est dans une bonne configuration. Au niveau des angles, Lewis s'en fiche. Hein. Vous faites des angles à 90, à 120 degrés. Ce n'est pas important dans la représentation de Lewis. Très souvent, on va essayer de représenter par rapport aux vrais angles, mais ce n'est pas un souci. La deuxième molécule, tétrachlorométhane. Donc le tétrachlorométhane, hein, c'est un carbone, 4 chlore. Un carbone, 4 chlore. Alors le carbone, vous savez qu'il a 4 électrons de valence. Petit exercice, tiens, comment vais-je dessiner 4 électrons de valence? 1, 2, 3, 4. Voilà la formule de Lewis de l'atome de carbone. Vous voyez bien qu'il n'a pas 8 électrons, il n'est pas stable. Il cherche des voisins. Qui a-t-il comme voisin? Eh bien, il a 4 atomes de chlore qui sont tout autour. Le chlore a 7 électrons de valence. Donc si je prends un atome de chlore ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc avoir ici un doublet, un deuxième doublet, un troisième doublet autour de l'atome de chlore. Et vous voyez que le chlore, il lui reste un électron qui, lui, n'est pas appareillé avec quelqu'un. Ben, tout simplement, ils vont faire une liaison entre eux. Un autre atome de chlore sera dans le coin, avec lui aussi 2, 4, 6 et 1, 7 électrons autour de lui. Ils vont faire une liaison entre eux. Un troisième atome de chlore, 2, 4, 6, 7, une troisième liaison ici. Et un dernier atome de chlore dans le voisinage, 2, 4, 6 et 1, 7 électrons de valence, une dernière liaison. Donc ici, vous avez les deux formules de Lewis pour l'eau, H2O, et la formule du tétrachlorométhane, ici, formule de Lewis. Et si je dois vérifier la stabilité, autour du chlore, 2, 4, 6, 8 électrons, maintenant il est stable. Autour du carbone, 2, 4, 6, 8 électrons, il est stable également. Voilà pour ce qui est du cours, ça a été assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a été à peu près clair. Bon courage pour votre travail et portez-vous bien.